liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con. Depuis fin octobre, mes enfants me parlent d'un appel qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. À cette date, moi je ne suis pas encore sur les réseaux. Pas vraiment envie d'y être d'ailleurs. J'avoue, je ne comprends pas tout ce qu'ils me disent. Il s'agit de mettre le gilet jaune sur le tableau de bord de notre voiture pour montrer notre désaccord sur les taxes des carburants et leurs coûts bien trop chers. Le 17 novembre, il faut se retrouver sur un rond-point et enfiler le gilet jaune, apparemment pour Aubenas Sémillé. Un rond-point, quelle idée. En plus, exceptionnellement, ce samedi, je travaille, donc je ne peux pas. Mon mari et mes enfants jeunes adultes très intéressés par ce qui se passe y vont. Les textos de mes garçons arrivent. Ils me préviennent qu'ils ne rentrent pas pour midi. Ils restent sur le rond-point. Incroyable, beaucoup de monde. Il pleut, mais les gens sont là. C'est incroyable le peuple qu'il y a sur ce rond-point. Les gens sont contents. Le soir, devant l'enthousiasme de ma famille, je me dis qu'il faut que je voie ça. Il se passe quelque chose là, on dirait. Le dimanche matin, je n'en reviens pas. Il y a déjà un semblant d'organisation sur ce rond-point. Je fais plusieurs fois le tour du rond-point, avec mon gilet jaune sur le dos. Et ce que je vois, et ce que j'entends, est bien loin de tout ce que j'imaginais. Au fil de la journée, je fais des découvertes. Je suis attirée comme un aimant, mais en réalité, il va me falloir plusieurs jours, et même plusieurs semaines, pour mesurer toute l'ampleur et l'importance de cette mobilisation. Bonjour, parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent. Ici, les citoyennes et citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste, plus solidaire. Vous voulez réagir? Voici notre mail. Parole des citoyens tout au singulier et attaché, @fréquence7.net. Aujourd'hui, le titre de notre émission, les Gilets jaunes sont toujours là. Claude, Marie, Vincent et Michel reviennent sur l'un des mouvements les plus importants et populaires de notre histoire contemporaine. Ces mouvements, nés le 17 novembre 2018, fait encore trembler nos responsables politiques. Ces mouvements, toujours réprimés, mais jamais vaincus. Nous ouvrons donc notre table ronde et laissons la parole à Vincent. Oui, bonjour. Alors, avant de commencer cette émission et cette table ronde, on voulait dédier cette émission à tous les gilets jaunes qui, de près ou de loin, ont apporté leur pierre à l'édifice et qui nous ont quittés dans ces dernières années. Voilà, on pense à tous ces gilets jaunes sans en citer un seul pour pas en oublier un seul. Voilà, merci. Claude? Les premiers samedis, 900 à 1000 personnes sur le rond-point de Millet. Les samedis étaient les points d'orgue du mouvement. La semaine, les actions s'organisaient, tractages, défilés revendicatifs, rencontres avec les citoyens, affichage, parfois sportif. Une équipe d'escalade mettait la barre très haute. Dès les premières semaines, le besoin de se mettre à l'abri s'est imposé. Novembre pluvieux et froid souvent. Alors les cabanes ont été construites de briques et de brocs et surtout de palettes. Un mois après, la préfecture a ordonné la destruction de ce que nous considérions comme un symbole de légitimité. La colère des gueux était visible. Du 17 novembre 2018 au mois d'août 2019, le rond-point a été occupé. Les assemblées générales se tenaient dans des endroits chauffés. Tous les jours, le comptage des présents était fait, grâce à des cailloux. Un caillou par gilet jaune. Le courrier était distribué par la poste. Nous avions une boîte aux lettres jaune. L'adresse, gilet jaune, abribus, Millet, 07 200, et on recevait du courrier du monde entier. C'est vrai que c'est intéressant dans ce que raconte Claude et dans ce qu'elle a vécu au rond-point, parce qu'en fait, on a tous eu une vision différente du rond-point. On est arrivé à des moments différents. Moi, je suis arrivé un peu plus tard sur le rond-point. Je suis arrivé en février 2019. Et c'est vrai que j'ai tout de suite découvert, même tardivement, ce que Claude a ressenti, en fait, une vraie solidarité qui s'était créée, une mini-vie, un monde
où les gens avaient pris le temps de s'arrêter en fait. On avait pris le temps avec ce mouvement d'arriver au rond-point, de s'arrêter, de se regarder et de se parler en fait, ce qu'on ne faisait plus. On allait du point A au point B, donc de la maison au travail, en voiture, on faisait notre vie, on avait notre train quotidien et on se regardait plus, on se parlait plus et on était surtout dans la crainte de l'autre où on parlait plus à notre prochain et c'est un truc qui nous a vraiment fait beaucoup de bien. C'est qu'on a discuté et on a pu voir qu'on était tous dans la même panade et qu'il fallait qu'on soit solidaires entre nous, quoi. Oui, moi, ce qui m'a frappé quand je suis arrivée sur le rond-point, je suis arrivée donc le dimanche, il y avait encore du monde. Alors déjà, moi, je crois, un mouvement, enfin, déjà, ça m'avait déjà étonné qu'il y ait encore du monde ce jour-là. Et quand je suis arrivée, quand je parlais aux gens, je voyais une colère, mais aussi ils avaient un espoir, quelque chose dans la voix, dans le ton de leurs paroles. Et je trouvais que, en fait, il y avait une légitimité à être sur le rond-point. Dès le départ, je l'ai compris. Ça. Par contre, ce que j'ai pas compris, ce que je savais pas à l'époque, c'est combien de temps il allait nous falloir pour rester sur ce rond-point, pour vraiment aller jusqu'au bout. Parce qu'on a fait des revendications, on a eu des assemblées générales, on a fait une liste, l'ensemble des Gilets jaunes, on fait une liste de 42 revendications. Donc je trouvais que c'était très important, c'était vraiment quelque chose de fabuleux enfin j'avais jamais vu ça avant, autant de mobilisation et autant d'envie d'en découdre en fait. Voilà. Mais bon, je sais pas. Toi, Claude ? Oui, moi j'ai souvenir de blocage du rond-point, où on était quand même relativement gonflés à l'époque, où on arrêtait les routiers, on leur offrait un café. Donc les routiers arrêtaient, bloquaient les... Par contre, on a toujours laissé une voie pour les voitures de secours, pompiers, ambulances, etc. Et on s'est vraiment pris pour des agents de la circulation pendant quelques mois quand même. On a fait signer le RIC à tous les gens qui s'arrêtaient, parce qu'il y a eu de la solidarité évidente, les gens s'arrêtaient, même donnaient de l'argent, on était gênés, on a même fait des boîtes, on mettait des sous, la nourriture, on avait sous nos cabanes des placards qui étaient remplis de nourriture, de chips, et ça a duré quand même relativement longtemps, et c'est un mouvement que je n'oublierai jamais. J'ai juste pour revenir sur ce que tu disais, Claude, une petite anecdote. Un jour, on a fait un blocage sur le rond-point, c'était un 5 décembre pour une grosse mobilisation, l'après-midi pour une grosse grève militante avec une intersyndicale. Et le matin, on avait décidé, les Gilets jaunes, en amont, de bloquer le rond-point pour commencer une journée très tôt et la faire perdurer avec les mobilisations. Et le matin, sur une partie du rond-point, je suis avec des camarades Gilets jaunes, on bloque une portion de route et il y a un routier qui sort de son rond-point, qui veut s'engager sur sa voie pour aller vers le pont jaune. Et il se tombe sur moi et il est étranger, il me demande ce qui se passe. Et avec ma naïveté de jeune et puis mon français ardéchois, enfin mon anglais ardéchois, je lui dis you know 1789 Révolution de France, il me dit yes okay, it's same the king quick. Et il a rigolé, il a compris, il a dit bon, je m'en vais, on l'a fait demi-tour et puis il est reparti vers une autre route, voilà. Oui, que des souvenirs. Oui, je voudrais pour ma part donc revenir tout de suite. Donc il y a eu les détracteurs du mouvement, notamment par le biais des médias, en disant que les Gilets jaunes n'étaient pas organisés. Alors tout de suite, enfin je rappelle que la première assemblée des assemblées donc a eu lieu à Commercy en décembre 2018, donc tout juste un mois après se sont suivis donc l'assemblée des assemblées de Saint-Nazaire, là où il y a milliers de gilets jaunes qui sont parvenus donc à se réunir, donc à pouvoir échanger, délibérer. Et moi je me rappelle, il y a eu des médias presque du monde entier, enfin en Europe, même d'Amérique latine, ils sont venus voir vraiment ce qui était de ces mouvements. Alors c'est vrai que à chaque fois on nous dit les gilets jaunes ils sont pas organisés. S'il y a eu une organisation, mais bien entendu après la suite de l'histoire qu'on va voir, pourquoi donc aujourd'hui on est moins nombreux. Oui, moi je pense que les Gilets jaunes, en fait, avaient compris bien avant tout le monde que nous nous dirigeons vers un État autoritaire.
et vers plus de répression. Et je pense qu'en fait, ils ont vraiment empêché au départ, on se rappelle la réforme de la retraite, combien il y avait de personnes dans la rue et tout. Et je pense qu'on a retardé ce qui s'est mis en place et ce qui se met en place aujourd'hui, en fait. Parce qu'il n'y a plus de gilets jaunes ou moins de gilets jaunes dans la rue. C'est pas qu'il y en a plus, mais il y en a moins. Et du coup, je pense que déjà à l'époque, on avait ce sentiment qu'il fallait faire quelque chose et que on était tous là au début peut-être pour les carburants parce qu'on savait pas trop, mais très vite ça a pris une ampleur incroyable sur tout ce qu'on a découvert en fait. Tout à fait, c'est vrai que moi je vois aussi le fait qu'on a fait un mouvement qui était très spontané et qu'en fait un mouvement spontané, au bout d'un moment il se structure, il évolue. Et que on sait pas qu'il y a plus de gilets jaunes, c'est qu'en fait ils ont évolué vers d'autres choses. Certains se sont intéressés et ont trouvé un bord, une opinion politique ou un syndicat, et ont découvert des choses qu'ils ne connaissaient pas ou qui étaient inconnues ou très mal connues pour eux. Et du coup, ça a évolué vers plein de choses. Et je pense que les gilets jaunes, ils sont toujours là. Il y a toujours des gens qui ont l'âme gilet jaune, qui sont toujours dans la rue pour faire une revendication, même si le gilet jaune il est pas porté sur eux. Voilà, ils sont toujours là. Moi, je suis dans la rue et quand je suis dans les manifestations, je suis toujours avec mon âme gilet jaune et cette même hargne et colère que j'avais en 2018 et que j'aurai jusqu'à ce que ce gouvernement s'en aille. Voilà. En fait, juste rapidement, les gilets jaunes ont fait trembler la bourgeoisie. En décembre, les copains de Macron lui ont dit « lâche du lest, sinon on finira la tête sur une pique ». C'est pas une blague, hein. Ça a été dit là-haut. Donc on leur a vraiment fait peur. Et quand tu parles d'organisation Saint-Nazaire, etc., là, ils ont paniqué en se disant « aïe, attention, ils s'organisent ». Et du coup, la répression a été 2 fois plus forte. Franchement. Je ne sais pas si vous avez vu les gilets jaunes maintenant dans les manifs et on voit le gilet jaune dans d'autres catégories de lutte, on va dire. Les gens sortent parfois le gilet jaune. Donc c'est devenu un emblème de la lutte. C'est devenu, en fait, ce gilet jaune était très important à l'époque. Il fallait le mettre sur le tableau de bord ou le porter sur le dos. Mais c'est devenu vraiment il est rentré dans l'esprit de la lutte maintenant. Et je trouve que c'est vachement important qu'il y ait une représentation comme ça, voilà, qu'il reste quelque chose de ce que nous avons fait, en fait, quand on était sur le rond-point. Et je trouve que, voilà, que ça devienne un emblème et qu'on en parle maintenant, parce que dans les émissions radio, on parle des gilets jaunes sans arrêt, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais on met ça à toutes les sauces, on se réfère au mouvement gilets jaunes. Et donc moi, c'est le côté qui me fait plaisir quand même. Je sais pas vous, mais moi, c'est le côté qui me fait plaisir. Et oui, c'est surtout qu'il est allé, je veux dire, en dehors de la France. Hein. On se rappelle, par exemple, notamment le Chili, la Bolivie, l'Équateur. C'est vrai qu'ils sont pris exemple sur le mouvement Gilets jaunes. Et c'est vrai que ça, on l'a su parce que au sein des assemblées, donc il y a une commission à l'international qui est appelé comme ça, justement, avec des gilets jaunes d'origine différente. Et donc, ils s'étaient vraiment suivis attentivement, enfin, tout le parcours, enfin, le mouvement. Et notamment, ça a permis à d'autres pays d'obtenir, comme c'est le cas, je reviens toujours avec le Chili, donc de refaire une nouvelle constitution. Voilà. Mais la contestation a fait en fait que le peuple est sidéré. Et là, en ce moment, gilets jaunes ou citoyens, la période devient cruciale. La maire Borne dégaine son 49.3 comme nous, on mange un croissant ou on boit notre café. Et je pense que la retraite à 65 ans, c'est avant Noël. Ce sera notre cadeau. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Douce France. Entre le 17 novembre 2018 et février 2020, la répression féroce a cassé le contrat social. 2 décès, 5 mains arrachées, 27 personnes éborgnées, 2500 blessés côté manifestants.
Parmi les victimes, des manifestants pacifiques, des passants qui n'avaient rien à voir avec les manifs. Gestion des manifestations agressives, nassage, gazage, canons à eau, balles de caoutchouc, flashball, armes à impulsion électrique, les coups de matraque, les grenades Gli F4 ou de désencerclement ont mutilé à vie des dizaines de citoyens. Fouilles et confiscation de matériel de premier secours, violence contre les journalistes et citoyens, filmant les forces de l'ordre, arrestation arbitraire et peine de prison. Oui, on voit bien là qu'il n'y avait pas de consensus du tout dans cet État, hein, où le chef de l'État était capable de produire ces violences dont vient de nous parler Claude. Eh bien, figurez-vous que 4 ans après, ce chef d'État qui n'a plus la main à l'Assemblée nationale, donc se sent un peu démuni parce que il peut pas vraiment appliquer son programme tel qu'il voudrait, ça passe plus comme une lettre à la poste. Il semblerait, c'est un article du Canard enchaîné qui explique que il se désintéresse un petit peu de sa fonction immédiate, de son pouvoir immédiat, bien que on sait bien que dans les cartons sont beaucoup de choses qui pourraient lever à nouveau des gilets jaunes. Eh bien, il s'intéresse plutôt à quelque chose d'international. C'est-à-dire qu'à Sharm el-Sheikh, par exemple, il s'est rendu compte qu'il avait une portée extraordinaire. Et figurez-vous que Macron est en train de postuler pour le prix Nobel de la paix. Il y a de quoi se taper le cul par terre. C'est une blague. Donc, moi, j'ai une info là à vous donner. Donc, Raquel Garrido, qui est députée LFI NUP, a invité 4 gilets jaunes à participer à une réunion de travail avec comme idée de créer un statut particulier pour les victimes de répression policière. Parmi les 4 gilets jaunes présents, le plus connu, sûrement Jérôme Rodriguez, leader d'opinion qui a été éborgné par une grenade de désencerclement lors d'une manifestation en 2019. Alors, le petit groupe a eu quelques difficultés à l'intérieur du bâtiment, car l'un d'entre eux, éboueur de métier, et vêtu de sa veste de travail, s'est vu refuser l'entrée. Évidemment, sa veste ressemblait à un gilet jaune et a été jugé revendicatif. Raquel Garrido a dû entamer des négociations avec les services de l'Assemblée et à la fin, tout le monde a pu entrer. Donc, un plan d'action pour réparation aux gilets jaunes au cours d'une commission d'enquête que compte lancer Raquel Garrido, avec conférence de presse aujourd'hui. Merci. Donc, nous sommes retournés au rond-point du KFC à Montélimar Sud à la rencontre de nos concitoyens gilets jaunes. Voici 3 témoignages. Mais parce que pas beaucoup de choses ont changé et qu'on vulgairement crève de plus en plus. On nous oblige à faire des choses, à nous restreindre, à nous... Voilà, nous priver, à nous contrôler de plus en plus, à vouloir nous obliger à faire des choses qui sont totalement incohérentes et à ruiner la France par rapport à la monnaie, à la bourse, à la finance. On donne tout à la finance, tout, mais voilà. Et les petits, faut qu'on se débrouille. Comment voyez-vous l'avenir de ce mouvement ? C'est compliqué à dire parce que quand on voit sur les ronds-points, on a des gens qui s'arrêtent, qui nous saluent, qui nous félicitent, mais on n'est pas quand même nombreux autour des ronds-points par rapport à 4 ans en arrière. C'est vrai que la verbalisation, la peur, tout ce qu'il y a eu, la police qui a quand même éborgné des gens, qui a mutilé des gens, ça fait peur et beaucoup de gens préfèrent rester chez eux. Ras-le-bol, ras-le-bol de la vie actuelle, hein. D'être toujours pressé, comme des citrons, mais il y a guère de gens qui se réveillent, il faut attendre qu'ils se réveillent, voilà. Et comment voyez-vous l'avenir de ce mouvement ? Tant qu'il n'y a pas le grand réveil, il n'y aura rien de fait. On attend sur ça. Alors, il ne faut plus regarder la télé, il ne faut plus écouter ce que disent les politiques. Et il faut aller à l'intérieur de soi et chercher une autre solution parce qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas. Comment voyez-vous l'avenir de ce mouvement ? Je le vois heureux s'il réagit.
Donc, vous pouvez les rejoindre tous les samedis à partir des 14h ou bien les contacter par mail giletsjaunes@mtlsud@gmail.com. Pour terminer cette émission consacrée aux Gilets jaunes, nous laissons la parole à Edwige pour la parenthèse poétique. Alors, bonjour à toutes et à tous. Le texte que j'ai écrit, malgré sa forme poétique, sera de nouveau à classer dans les pamphlets. Je le dédie à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au mouvement des Gilets jaunes, ainsi que toutes celles et tous ceux qui s'en sont sentis solidaires. Ce texte s'intitule « Les empêcheurs de tourner en rond ». En France, on compte plus de ronds-points que de boulangeries. De là à penser qu'il est plus facile d'emprunter un rond-point que d'acheter une baguette, il n'y a qu'un pas. Encore faut-il avoir les moyens d'acheter du carburant ou du pain. Ce jour de novembre 2018, la colère est montée, parce que les moyens ont manqué. Que faire lorsqu'on est démuni ? Comment être entendu alors qu'on nous oublie ? Il fallait se rassembler, enfin se réunir, ne plus rester désespéré ou craindre le pire. Mais comment se reconnaître pour partager notre mal-être ? Nous, petites gens des zones périphériques, la France d'en bas, pas celle des fanatiques. Comment nous, les invisibles, allions-nous devenir visibles ? Notre gilet jaune, celui de notre voiture, notre gilet jaune, celui de notre travail très dur. C'est lui notre bannière, c'est lui notre repère. Allons sur les ronds-points, montrer que nous sommes mal en point. Plus personne ne doit ignorer que la France d'en bas est en train de crever. Alors, les ronds-points deviennent solidarité. Alors, les ronds-points deviennent société. Fabriquons des cabanes, offrons-nous le café. Face à cette France en panne, partageons nos idées. Il se passe quelque chose que nous ne mesurons pas. En tout cas, on dirait que ça fait trembler l'État. Ce mouvement dérange. Il vient du peuple, c'est étrange. Comment l'arrêter, si ce n'est en éborgnant et en mutilant le maximum d'innocents ? À coups de propagande bien placée, de récupération, de discréditation, d'envoi de bas de bloc à peine voilés, pour anéantir cette révolution. Alors oui, le mouvement s'est divisé, le mouvement s'est disloqué, jusqu'à n'être plus qu'un fait historique pour ses détracteurs. Mais nous, petites gens, des zones périphériques, nous sommes toujours là, avec nos fins et débuts de mois difficiles. Notre colère a été étouffée et il a bien fallu retourner travailler pour survivre. Mais rassurez-vous, notre gilet jaune est bien plié et rangé, prêt à resservir le jour où le mépris des classes dominantes écrasera de nouveau notre dignité. Merci Edwige. Claude, tu as quelques infos concernant... Oui, rapidement, lutte à venir. Le 25 novembre, rassemblement à Aubenas pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Venez nombreux et nombreuses à partir de 17h à la médiathèque avec vos affiches, banderoles et de quoi faire du bruit. Le lendemain, samedi 26 novembre, au marché, table de presse, forum des organisations impliquées dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, à partir de 14h, rassemblement à l'Agora. Et n'oublions pas, nous en sommes au 113e féminicide depuis le début de l'année 2022. Merci. Prochaine émission dans 15 jours, nous vous rappelons le mail pour vos réactions, infos, suggestions, paroles des citoyens tout attaché au singulier, @fréquence7.net. On chante. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là.
Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.